Bonsoir à toutes et à tous, Miaoué Zonlo. Donc j'invite Eric rapidement. J'invite Eric Wonanou rapidement pour que l'on puisse se connecter finalement. Bonsoir. Bienvenue. Miaoué Zonlo. Nous sommes finalement sur Instagram. Est-ce qu'il y a eu des petits soucis de connexion? Eric, si tu peux. Voilà, parfait. Miaoué Zonlo. C'est bon, on est connecté enfin sur Instagram au lieu de Facebook. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que toi, tu m'entends? Oui, c'est parfait. On Très va bien. attendre que tout le monde puisse venir nous rejoindre. Parce que là, petit changement de programme. On ne va pas trop s'attarder sur le sujet. Donc, on a tout fait pour être à l'heure, mais on dirait qu'on est connecté à Lomé plus que jamais. Ce n'est pas évident, mais bon, Ce n'est pas finalement, évident. Mais on a tout fait pour être là, quoi qu'il arrive. oui, Donc, il faut que les gens sachent ça fait 1 heure ça qu'on fait une essaye heure. en vain sur Facebook de se connecter en direct et Ouais. que pour une raison quelconque, que ça ne marche pas. Ils disent que Euh, c'est des raisons techniques et voilà. pourtant on avait essayé sans problème. Bon, bref, on attend que tout le monde se connecte parce que le temps que l'information circule, C'est ça ça. va pas être évident. Donc, en attendant, moi, je vais remettre le thème. Oui. Bon, je pense comme on est déjà en retard, il faut commencer. Les gens qui nous attraperont vont reprendre le train en marche. Il faut Ok, commencer. en Oui, commun. oui. Oui. Alors, je vais juste me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Christelle Acoué et je suis donc chef de projet culturel. Je travaille également avec un certain nombre d'artistes que j'accompagne individuellement, que ce soit des artistes togolais ou internationaux. Et je fais énormément de choses autour de l'art depuis 20 ans, que ce soit pour le Togo et pour certains artistes internationaux. Donc, je te laisse te présenter, Eric. Bon, Eric Ouananou, alors, tu sais que sur mes documents officiels, il n'y a pas Eric. Ah bon, C'est, c'est Ouananou, Kobla et Fui. Alors, d'accord. sur mon acte de naissance, il y a quelques hachures rouges, puisque Mhm, initialement, c'est Ouananou, Kobla et Fui, Eric Steven. mhm, Mais mhm. on a eu une politique de prénoms authentiques qui a fait que finalement, les prénoms dits importés ont été enlevés. Donc, mais tout Oui. le monde m'appelle Eric. Je suis artiste peintre essentiellement. Mhm. J'allais dire plasticien, mais c'est plutôt peintre. Euh, alors, je réside à Lomé. Voilà. Et en dehors de cela, j'essaye de montrer les réalisations, les œuvres de mes collègues ici à Lomé et ailleurs sur le continent, essentiellement au Burkina Faso où je suis intervenu. Voilà. Bon, très bien. Donc, bon, il va falloir alors prendre un peu de temps pour pouvoir parler du thème être artiste au Togo. Donc, c'est un thème un peu généraliste on a choisi ensemble. Donc, quand on parle d'artiste, là, nous allons surtout parler des arts visuels, Oui. des arts visuels, de l'art plastique. Les artistes donc togolais ont quand même une belle dynamique. Ce n'est pas forcément le cas pour les arts visuels. C'est que depuis quelques années que ça commence à aller. Mais il y a énormément de difficultés que l'on va évoquer. Il y a beaucoup de choses Mhm. qui se sont faites, mais il y a énormément de difficultés euh, qui doivent être relevées. Et alors attendez, je vais juste. Alors pour tous ceux qui sont connectés, si vous pouvez juste dire, essayer d'envoyer un message à tout le monde pour dire que nous sommes sur Instagram, parce que je reçois des messages en direct.
je vais les partager au maximum, mais ça risque de perturber le direct si je commence voilà, c'est ça. à donner les indications. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, juste dire à ceux qui devaient suivre le live sur Facebook que nous sommes sur Instagram, ce serait bien. De toutes les façons, le live sera enregistré et nous referons une session autrement, que nous partagerons en bonne et due forme. Donc, pour revenir sur le sujet, être artiste au Togo, cher Eric, pour toi, qu'est-ce que c'est? Il y a avant tout des opportunités. Avant de parler des difficultés, c'est avant tout des opportunités, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes, depuis au moins 60 ans, se suivent pour proposer une réflexion, on va dire, visuelle et artistique au public d'abord de Lomé, puisque ça se passe essentiellement à Lomé. C'est surtout des hommes et un effectif féminin, à mon avis, un peu trop faible, mais c'est aussi des femmes, donc qui proposent essentiellement de la peinture, de la sculpture, du dessin, ici en exposition et dans les ateliers. Voilà la réalité des arts visuels au Togo. Il n'y a absolument pas de chiffres concrets. Peut-être que le ministère en dispose. Hein. J'ai entendu dire à un moment donné que le ministère essayait justement de répertorier l'effectif des artistes dans le pays. Donc, ils ont certainement les chiffres, mais ça n'a pas été publié. On ne sait pas combien d'artistes plasticiens il y a au Togo, mais on sait par contre, ça, parce que la pratique nous l'indique, que l'essentiel de cette population-là se trouve à Lomé, à la capitale. Très bien. Donc, pour revenir un peu sur la condition de l'artiste au Togo, je vais partir peut-être de ton exemple ou l'exemple d'autres artistes. Moi, en tant que professionnel de l'art qui suit vraiment la scène artistique, au Togo, j'ai remarqué que c'était surtout les artistes qui étaient des mécènes en fait pour d'autres artistes ou qui avaient énormément d'initiatives pour d'autres artistes. Donc je parle d'initiatives concrètes. Quand je parle d'initiatives, je parle d'expositions essentiellement. Je parle même d'achat d'œuvres et je parle aussi de résidences artistiques. Très bien. Si tu veux, tout ça s'inscrit dans une sorte d'histoire. J'ai parlé de 60 ans tout à l'heure et la manière dont l'art fonctionne ici, c'est que d'abord la formation des artistes, ça se fait en atelier puisqu'on n'a pas d'école d'art. Ça se fait de manière à ce que les jeunes se retrouvent dans les ateliers des plus âgés et à leur côté apprennent soit à dessiner, soit à peindre, soit à sculpter ou tout ça à la fois. Et à leur tour essayent de devenir artistes, c'est-à-dire en faisant des expositions ou alors en essayant de vendre leurs œuvres dans leurs différents ateliers quand ils ont un atelier. C'est pas tout le monde qui a l'occasion d'avoir un atelier. Donc, à partir de là, qui achète les œuvres? Pendant longtemps, c'était essentiellement des expatriés, essentiellement des expatriés français. Et il faut dire que la scène artistique au Togo, visuelle au Togo, a été surtout animée par le centre culturel français quand c'était au cœur de la capitale, pas loin de la place Anani Santos aujourd'hui, anciennement Fréau Jardin. Donc, tout se passe, l'essentiel se passait là-bas, au centre culturel français. Si tu n'étais artiste que quand tu parvenais à exposer au centre culturel français. Aujourd'hui, c'est devenu Institut français. Il n'y a plus d'exposition in situ chez eux, mais ils ont délocalisé leurs expositions vers l'hôtel Onomo. C'est là-bas que l'Institut français a fait connaître un certain nombre de noms, essentiellement de la jeune création plastique togolaise. Je pense à des gens comme Tesprit, Gérard était dit Esprit. Je pense à des gens comme Thierry Tometi. Je pense à des femmes comme Yasmine Yerima qui ont récemment exposé à l'Institut français et qui ont été connues, en tout cas montrées au public à travers ce canal de l'Institut français. Alors, en dehors de l'Institut français, tu avais le Goethe Institut
qui aussi organisait et organise toujours des expositions. Pour le coup, à l'intérieur de son site. Avant le 11 septembre, tu avais aussi le centre culturel américain Oui. qui participait. Donc, dans ce trio-là, au milieu de ce trio, s'animait un peu, si tu veux, la scène artistique au Togo dans les années, jusqu'aux années 90. Maintenant, à l'heure actuelle, on est devant une situation un peu compliquée. La situation est compliquée parce que on n'a pas d'espace. On a beaucoup plus d'artistes qu'il y a 10, 20 ans. On a beaucoup plus de jeunes qui sont arrivés dans le milieu, mais on n'a pas d'espace pour organiser des expositions. L'Institut français, j'en parlais tout à l'heure, continue de faire des expositions à Onomo. L'hôtel Onomo lui-même fait ses expositions. Sarakawa un peu timidement. Face à cette situation, les artistes essayent, si tu veux, de se prendre en main en faisant des expositions dans leurs propres ateliers. Je pense à l'exposition qui est en cours actuellement chez l'artiste Ruben Asamaga dans le marché, au niveau du marché de Nukafu, dans son atelier. Je pense à l'espace que notre jeune compatriote Steven, son nom de famille m'échappe, Agbetoglo, je pense, a ouvert sur le boulevard vers Doulasamé, où il a fait sa propre exposition solo il n'y a pas longtemps. Je pense à l'espace Camille Azanko à Répé, voilà, donc où dans la verdure il reçoit en résidence des collègues. Je pense à mon propre atelier. Je pense également au musée Agnès Polaï, qui est à Goué. Sans vouloir te couper, qui reçoit aussi les résidences de Armé-Siamé, la résidence Armé-Siamé, voilà, et qui prête, loue également, je crois, selon ce que j'ai entendu dire, je n'ai pas tout à fait les informations là-dessus, mais qui met à disposition son espace, une salle aux artistes. Voilà. En dehors de ça, on n'a pas vraiment, si tu veux, un espace où on peut parler à proprement dire de galerie. On n'en a pas, on peut pas dire qu'on n'a pas de galerie. Alors, là-dessus, excuse-moi, oui. Je voulais quand même ajouter qu'il y avait Yao Bobi, qui a absolument. Voilà, c'est une fois qu'on quitte Lomé, le centre, voilà, le centre l'échangeur à Bondrafort, qui est un peu en dehors de Lomé, mais bon, c'est tout à fait accessible. Qui est un artiste également, plutôt, en fait, c'est un chanteur rappeur en fait, qui a également, en fait, qui est également plasticien. Donc il a ces deux dons qu'il maîtrise parfaitement, et il a aussi la possibilité de faire donc des résidences depuis je crois 2 ans voire plus, et il offre en fait son espace à des artistes, et ils permettent également de faire des expositions et comment dire, des événements culturels. Et ça anime même le quartier enfin, c'est vraiment une très belle initiative. Toute la ville. Je suis récemment allé visiter. J'avoue que j'ai été impressionné par ce que Yao Bobi fait à Godrafort. On a visité, ça nous a pris 3 heures de temps. Il nous a fait faire lui-même la visite. C'est de mettre en dehors des résidences. L'une des qualités de cette initiative, c'est de mettre l'art chez l'habitant. On est entré dans des maisons pour voir les installations de tableaux. Les murs sont recouverts de graffitis. Au détour d'une ruelle ou deux, on se laissait surprendre par une sculpture ou plusieurs, des installations, et toute la ville était finalement habitée par cette initiative qu'il faut encourager, parce que c'est une initiative inédite dans notre pays, qui confronte directement la population à la création artistique, et mieux, implique la population dans la médiation culturelle. Et ça, c'est tellement intéressant comme expérience que je suis parti de là absolument impressionné et convaincu que c'est l'une des options qu'il faut aborder pour vulgariser l'art chez nous.
Mais en dehors de chez Yao Bobi, il faut signaler d'autres ateliers à l'extérieur de Lomé. L'atelier de notre aîné, Soke Edo Agou, qui est connu de ceux qui s'intéressent à l'art au Togo. Donc, et puis l'atelier de son congénère, Kossi Assou, dans les lacs, de l'autre côté de la mer, à Djassémé. Et certainement d'autres artistes, je pense à, comment il s'appelle, Ake Olokan, qui a aussi son espace ailleurs. Et donc, tout ça fait que la vie artistique à Lomé est rythmée essentiellement par les ateliers, les initiatives personnelles des artistes, qui sont des initiatives très timides parce qu'il n'y a pas les moyens pour justement les doper. Et tout à fait. Il y a Ras Sankara que je salue qui a rajouté espace Kekeli à Pimé et espace Aloonu à Palimé également. Donc, absolument. Et quand tu parles de Ras Sankara, il faut d'abord féliciter le talent de cet artiste. Le talent, c'est l'un des performeurs de notre pays, sinon le seul qui vraiment porte cet art-là, la performance. Et il vient de recevoir, en le méritant pleinement, le prix Ellipse, qui va l'amener à Accra en octobre. Et donc, les Togolais, la diaspora qui sont en France. Parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît Accra. Donc, c'est une foire. C'est also known as Africa. Qui est une foire d'art contemporain à Paris, qui est la seule pour le moment foire d'art contemporain à Paris, je précise. Il y a One Festival qui existe, qui est une autre foire d'art contemporain qui existe donc à New York, à Londres. Surtout du côté de Londres et New York, voilà. À Marrakech, ils ont fait des foires, 2 éditions ou une édition à Paris, mais c'était vraiment éphémère. Donc, c'était vraiment une belle opportunité pour Ras Sankara que l'on salue. Je voulais revenir quand même sur… Oui, avant ça, il y a une autre initiative qui est intéressante à Lomé, c'est l'espace poulailler à Goué, qui est porté par notre camarade Odin Seignon. Alors, le concept de cet espace, parce que malgré tout, comme je te disais tout à l'heure au départ, il y a des difficultés, mais il y a surtout des opportunités. Et donc, cette initiative de l'espace poulailler, qu'est-ce que c'est? C'est un ancien poulailler que cet artiste a récupéré. D'accord. Mais vraiment un ancien poulailler, donc qui est logé au creux de l'habitation, donc dans un quartier à Goué, donc au creux de l'habitation, pour accéder à cet espace, on traverse une maison. Voilà. Et à l'intérieur, il essaye de porter une autre façon de montrer l'art, en étant dans une sorte d'exposition performance, une sorte de spectacle vivant qui n'est pas inintéressant. Donc, il se passe des choses. Voilà. Il se passe des choses et bon, j'ai démarré d'une façon très pessimiste parce que j'ai eu l'opportunité d'aller à Lomé l'année dernière, donc pour la résidence d'Art Messiamé. Et donc, je reviens quand même sur quelques années avant. On n'a pas évoqué quand même le palais de Lomé. J'ai eu l'opportunité d'y aller à mes frais. Je précise que quand je vais à Lomé, c'est à mes frais. Grâce à mes sous. Donc, je suis allée à Lomé donc, pour l'inauguration du palais de Lomé. C'était en 2019, il me semble. 2019. Oui, 2019. Alors, c'est un sujet dont il faut parler. Parler de Lomé, s'attarder là-dessus. Je vois le collègue grand frère et ami Yao Metioko qui signale l'espace Seguro de Sophie Ekwe dans les lacs aussi pas loin à Soukossi, à Diassémé, donc à Logavi, donc qui a accueilli quelques résidences et montré des expositions. Donc il y a des initiatives. Mais parler de Lomé, tu vois, ça devrait être ce palais l'exemple à donner parce que ça devrait être la vitrine de la médiation culturelle liée à l'art contemporain au Togo, mais on l'oublie puisque ce palais, ce qui s'y passe, n'existe pas en réalité. Il y a des expositions qui se passent là-bas, qui sont très timides, un peu trop timides à mon goût. Il y a des initiatives qui se font, mais de manière un peu trop close, qui font qu'on a l'impression qu'il s'y passe rien et finalement on en arrive à ne même pas se rendre compte que cet endroit existe et qu'il est dédié à l'art au Togo. D'accord. Donc
je sais pas les difficultés que les porteurs ou les dirigeants de ce joyau rencontrent pour que leurs actions soient aussi timides. J'imagine que c'est surtout des difficultés d'ordre financier. Voilà. Mais au-delà de l'argent, on peut faire tellement de choses dans cet endroit avec très peu de moyens et en essayant de communiquer de manière à ce que le public, qui est le premier public auquel cet endroit est destiné, puisse se mobiliser autour de ce projet. Et ce public-là, c'est celui des artistes. Et donc, je pense que l'endroit n'est pas assez ouvert aux artistes. On voit toute la volonté de la directrice, il faut le dire. Elle est pratiquement à toutes les expositions. Elle est là, elle est présente au cœur de la création artistique dans la ville de Lomé. Elle est très présente. Donc, mais en dehors de cela, il faut que l'espace lui-même soit aussi présent dans la nouvelle dynamique, parce qu'il y a une nouvelle dynamique à Lomé qui porte de nouveaux talents, qui porte des envies et qui ne demande qu'à fonctionner comme nos voisins. C'est-à-dire, au Bénin, il y a des galeries qui s'ouvrent, il y a des acteurs qui viennent, l'écosystème se met en place. Le Bénin, c'est à 2-3 heures de nous. De l'autre côté, à l'ouest, il y a des galeries à Accra. Il y a une dynamique, il y a des ventes, il y a des marchés, il y a un écosystème qui se met en place. En Côte d'Ivoire, on n'en parle même pas. Donc, nous balbutions ici sur des rudiments, sur des choses qui ne permettent pas à l'art d'éclore pleinement et à tout ce foisonnement d'artistes qu'on note ici à Lomé de s'exprimer pleinement. Il y a quelque chose à jouer là-dessus. Parce que il y a du talent, ça c'est une évidence. Il y a du talent de portée internationale, c'est aussi une évidence. Mais pour pouvoir permettre à ces talents-là de s'exprimer, d'abord sur le territoire, il faut mettre à leur disposition un certain nombre d'éléments qui composent l'écosystème naturel du monde de l'art. Galeries, musées, expositions, résidences, faire sortir les artistes. Parce que ça ne se passe pas qu'à Lomé. Permettre cela, c'est aussi offrir des opportunités aux artistes. Je pense que le point clé quand même, parce que il faut dire que l'art, en fait, l'art visuel à Lomé n'est pas forcément attirant, en tout cas pour la plupart des Togolais, enfin en tout cas des Togolais, c'est souvent des personnes de l'extérieur qui vont voir, par exemple, si on a oublié peut-être Monsieur Koumi, Jean Koumi, qui a en fait sa oui, à ne pas oublier, parce que Koumi fait un travail extraordinaire de vulgarisation de l'art à son échelle, à lui tout seul. Et qui met à disposition en fait sa maison, qui est clairement pour moi une galerie d'art. Et ce sont plus qu'une galerie, sa maison est un musée. Un musée, voilà. Sa maison est une œuvre d'art qui porte sa signature de l'extérieur à l'intérieur. Et à partir de là, c'est une invitation à entrer dedans. Parce que c'est des couleurs qui viennent s'implanter au cœur du quartier, c'est au niveau du garage central. C'est des couleurs qui viennent, c'est un style, c'est un univers. Sa maison, c'est son univers. Et donc, c'est une des contributions fortes à l'éclosion de l'art contemporain ici à Lomé. Et donc, quand on regarde en fait les photos qu'ils publient, ce sont souvent des personnes venant de l'extérieur qui viennent le voir, ou alors peut-être des écoles, mais c'est rarement des personnes en fait. Excuse-moi, vas-y. Je pense qu'il faut, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut une sensibilisation, il faut toute une conscientisation des Togolais au Togo et des Togolais de la diaspora. D'abord, avant la diaspora, avant Togo, déjà Lomé, dans nos quartiers. Oui. Tu sais, nos expositions sont gratuites. Et c'est compliqué d'amener les gens à venir visiter, regarder les œuvres. C'est très compliqué d'aller voir quelqu'un qui n'est pas éduqué depuis le berceau à l'art, de se lever tout d'un coup, d'abandonner des activités qu'il juge plus importantes
pour venir consacrer une ou 2 heures de son temps à regarder des objets qui en réalité n'ont aucun écho dans son éducation ou dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est tout un travail qui nécessite des moyens. J'aime bien donner l'exemple de la Fondation Zinsou à Cotonou. J'étais encore étudiant à Paris quand cette initiative a commencé. Et toutes les fois où je revenais en vacances à Lomé, l'une de mes priorités en termes d'activité était de me rendre tout de suite à Cotonou pour aller voir les expositions qui se déroulaient à cette fondation. La fondation n'était pas encore logée à Ouidah. Ils avaient loué un immeuble au cœur de Cotonou, je pense à 2 ou 3 niveaux, un grand espace. Et donc, ce qui me frappait à toutes les fois où je suis allé 2 ou 3 fois, c'est que le lieu était, en arrivant, j'étais seul. Je monte à l'expo, je suis seul dans une salle immense. Je monte au deuxième, et une exposition de carrière internationale. Donc, je monte au second étage, c'est pareil, presque seul. Troisième, presque seul, je descends presque seul, et voilà. Alors, ils ont eu, la dame, Marie-Cécile Zinsou, a eu une idée qui me semble extraordinaire et qui est un modèle à répéter dans nos pays, à commencer par le Palais de Lomé. C'est d'avoir investi de l'argent pour s'octroyer un véhicule. Et avec ce véhicule, un petit bus, aller chercher les enfants à la maternelle pour venir visiter, faire des activités avec les enfants autour des expositions. Et ces enfants-là, aujourd'hui, à Cotonou, ont 20 ans. On n'a plus besoin d'aller les chercher. Ils y vont seuls. Bien sûr. Donc, ce n'est pas rare ici dans nos expositions à Lomé, dans mes expositions à Lomé, les miennes propres, comme celles que je consacre à certains de mes collègues, de retrouver des gens qui viennent du Bénin exprès pour venir voir l'exposition. C'est extraordinaire. Ils ont été éduqués à cela et je l'octroie cette dynamique-là à la Fondation Zinsou et au travail extraordinaire que la dame Marie-Cécile Zinsou a fait là-bas. Et ça, c'est un exemple. C'est un exemple que doit intégrer le Palais de Lomé. Tu sais que récemment, on a eu comme un petit couac, le Palais de Lomé et moi, sur Facebook, quand ils ont publié une communication à l'adresse des enfants. Alors, donc, le prix était de 2000 francs, je crois, et j'étais choqué par ce prix-là, en me demandant à qui s'adressait cette communication en réalité. Parce que la photo qui était sur les affiches, ce n'étaient pas les enfants qu'on voyait dans nos écoles publiques. Donc, je m'en suis indigné. Que pour amener des enfants au Togo, dans un lieu qui relève du service public, il faut d'abord s'adresser aux enfants qui sont dans nos écoles publiques. Et que pour moi, c'était absolument un rêve de voir dans cet espace-là un lieu de pouvoir par le passé et aujourd'hui un lieu dédié à la réflexion, de voir nos petits gamins en uniforme kaki, l'uniforme de l'enseignement public ici au Togo. Et heureusement, depuis un moment, on voit leur publication. Ce lieu s'est ouvert à ce public important de notre population qui est qui est le public majoritaire, qui est dans nos écoles publiques. Donc, l'autre étape pour le Palais de Lomé, pourquoi je veux prendre du temps pour parler du Palais de Lomé? Parce que c'est un dispositif important. Ça devrait être la vitrine du dynamisme de l'art. C'était le but. Hein. C'était le but. C'était le but. Pour l'instant, c'est un objectif qui est loin d'être atteint, puisque nos petites expositions sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus audibles que toutes les expositions du Palais de Lomé réunies. C'est un échec. Donc, il faut faire en sorte d'apporter à Madame Lawson tout le concours dont elle a besoin, y compris de concours bénévoles dont elle a besoin pour que ce projet ne soit pas un échec, mais une réussite, puisque si elle réussit, c'est pour le bénéfice de chacun d'entre nous. Donc, il faudra faire en sorte qu'elle puisse apporter ce projet de manière plus dynamique. Voilà ce que j'ai envie de dire sur ce palais qui, pour l'instant, n'enchante pas le territoire. Il faut que ce palais devienne un lieu de rêve. Voilà. On garde espoir parce que c'est un lieu magnifique pour y avoir été à plusieurs reprises. C'est vraiment un lieu magnifique qui mérite d'être connu des Togolais. Il mérite surtout d'être ouvert d'abord.
ouvert. C'est vrai. Ce palais est trop fermé. Et il est trop fermé d'abord par les grillages, parce que c'est un lieu de pouvoir et les Togolais n'ont pas, dans notre éducation à nous ici au Togo, on ne tutoie pas le père, donc on ne tutoie pas le pouvoir. On ne tutoie pas la mère, donc on ne tutoie pas le pouvoir. Donc c'est un lieu qui par son essence, crée une sorte de distance avec la population. Oui, par son statut, a créé une sorte de distance naturelle avec la population. Donc, du moment où on a décidé de l'offrir à l'art, c'était contre-productif de commencer par mettre des grilles. On ne clôture pas un endroit qui est déjà naturellement fermé, on l'ouvre. Donc, c'était pour moi, en termes de communication, c'était pour moi le premier échec, c'est d'avoir posé des grilles. Et donc, maintenant, j'ai le sentiment que l'endroit est sur-restauré. C'est-à-dire ce à quoi il est destiné. C'est un endroit le travail de restauration qui est fait là-bas est magnifique. Oui. Quand on va là, qui irait là-bas et ne pas se laisser sublimer par la beauté du travail qui a été fait, la verdure, la majesté de l'immeuble et le travail de végétation, même on a un bassin d'eau avec des poissons dedans qui seraient insensibles à cela. C'est tellement sur-restauré qu'on a peur de poser les mains sur les murs pour ne pas les salir. Or, quand on visite les espaces d'art dans le monde, où les gens, par ailleurs, sont beaucoup plus sensibilisés à l'art, on n'a pas cette impression de domination du lieu par rapport aux visiteurs. Là, ici, le lieu domine le visiteur. Donc, on imagine le visiteur déjà du Togolais de base, Togolais moyen, prenons une famille dont le papa est zémidjan et la maman est revendeuse au marché. Le revenu est quoi? Voilà, imaginons. Et ça, c'est notre population normale, est celle-là. Et cette population devrait être encouragée, ne serait-ce que le week-end, à papa, maman, les enfants, à accéder à ce palais, accéder à l'art, accéder à la beauté, accéder à la majesté du lieu, sans devoir affronter le poids de cette surrestauration. On a l'impression d'être dans un palais somptueux, un peu trop somptueux à mon goût pour ce à quoi il est destiné. Maintenant que c'est fait, ce serait intéressant que ces familles-là puissent le week-end s'asseoir, prendre un verre, pendant que les enfants gambadent dans le jardin, les parents causent après avoir visité une exposition. Voilà. Donc, il y a du travail de médiation à faire. Il y a un énorme travail de communication à faire. Oui. Et donc, on ne saurait que trop l'encourager dans ce sens, Madame Bassel. Sans vouloir te couper, pour conclure sur le palais de Lomé, moi, ce qui m'est venu quand même tout de suite à l'idée, si j'extrapole, c'est le musée du Louvre. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai acheté un ticket au musée du Louvre, c'était autour de Léonard de Vinci, de mémoire. L'entrée quand même au musée du Louvre est 15 €. De 15 €, ce n'est pas accessible à tout le monde, tu vois. Et quand enfin ça c'est mon point de vue, mais quand tu rentres dans le musée du Louvre, ça reste quand même un endroit somptueux, tu vois, un endroit quand même énorme qui se veut d'un certain standing. Là, ne voir que les boutiques qui sont à l'intérieur, etc. Donc, je pense que c'est une question de politique. Le palais de Lomé, sans vouloir le défendre, a une politique qui se veut prestigieuse, qui veut valoriser le Togo. Ça, c'est de mon point de vue. Et c'était en fait certainement le but. Maintenant, il est ce qu'il est. Je pense qu'il faudrait peut-être que le gouvernement crée peut-être quelque chose d'autre qui soit beaucoup plus accessible en fait au public togolais. Oui, tu prends l'exemple du musée du Louvre où j'ai fait des cours chaque semaine pendant 1 an. Oui. Quand j'étais étudiant à Paris. C'est un lieu magistralement imposant. On est d'accord. Oui. Mais des palais comme celui du Louvre, il y en a plein à Paris. Oui. Quand tu viens à Paris, la ville même ressemble à cet endroit tellement que soit tu n'es pas à Paris, soit tu y es. Le bâtiment du Louvre n'est pas exceptionnel à Paris.
Mhm. C'est vrai. Ouais, mais ce qui s'y passe est exceptionnel. Mhm. 15 euros pour un Européen, un Parisien, pour les visiteurs qui viennent visiter Paris, c'est à peu près abordable comme prix. Ça fait 2000 francs CFA. C'est à peu près abordable. Attends, Laisse-moi juste ajouter deux choses. 15 C'est euros. abordable parce que, juste deux choses. C'est abordable parce que il y a tout un travail qui est déjà fait de médiation et d'habitude culturelle qui fait que la famille qui vient visiter Paris ou la famille parisienne qui a envie de revisiter le Louvre aménage un budget pour ça. Mais en dehors de cela, il ne faut pas oublier qu'une fois par semaine, l'accès est gratuit. L'accès est gratuit au musée une fois par semaine. Malgré et ça pallie le prix, l'histoire du prix d'entrée. Si tu ne peux pas payer les 15 euros, arrange-toi à y aller. Je pense que c'est les lundis ou les mardis. Arrange-toi à y aller le jour où c'est ouvert, Oui, c'est où tu peux visiter. Le premier dimanche du mois. Ah, c'est ça, le premier dimanche du mois, absolument. C'est ça, c'est tout à fait ça. Les lieux culturels sont gratuits, effectivement. Effectivement. Absolument. Donc, il y a quelque chose qui pallie le coût à ce niveau-là. On peut y accéder gratuitement quand on ne peut pas acheter le billet. Ici, dans notre contexte, on parle d'une population qui a une relation avec l'art qui est au niveau zéro. Absolument zéro. C'est-à-dire que dans nos maisons, les seuls objets, les seules présences de l'art qu'on peut soupçonner, c'est les photos de famille. Oui. Ou peut-être même les couleurs des murs. C'est tout. Donc, on parle de cette réalité. Et si on quitte la population moyenne, enfin, la grande partie de la population, on va dans la classe moyenne ou même la classe aisée, est-ce qu'on y trouve de l'art chez eux? Non plus. Quand on rentre chez ceux qui ont l'argent chez nous, on ne voit pas de l'art. L'art n'est pas la chose la plus évidente chez ceux qui ont les moyens au Togo. Peut-être tu surprends une œuvre, mais en général de très mauvais goût, qui veut brandir parce qu'il a acheté, que le monsieur ou la dame veut brandir parce qu'il a acheté en Europe, mais qui, en termes d'art, ne vaut rien du tout, en réalité. C'est de la méconnaissance qui est là. Mais même dans ce public-là, on reviendra peut-être là-dessus, il y a eu des évolutions. Oui. Il y a eu des évolutions au niveau par rapport à la fréquentation de l'art, par rapport à l'acquisition de l'art. Il y a eu des évolutions. Donc, quand je dis le palais de Lomé est sur-restauré, c'est en fonction de ce que nous sommes, nous, Togolais, aujourd'hui, par rapport à ce palais. Son histoire politique, notre relation à l'art, qui est une relation extrêmement éloignée et même indifférente, qui fait que quand on y va, on est impressionné par le lieu. Mais, il y a un mais. D'accord, c'est une belle conclusion sur le sujet. Je reviens également aux visites des écoliers. Donc, quand j'étais à Lomé, donc pour la résidence Armé-Siamé, il y a eu quand même une session à laquelle j'ai participé où il y avait, je crois bien tu étais là présent, une centaine d'écoliers qui étaient venus pour visiter le lieu et pour faire un atelier ouvert avec les artistes présents, les artistes résidents présents. C'était vraiment magnifique, ça les a vraiment sensibilisés à l'art. Il y a aussi Camille Azanko qui avait fait ça à son espace qui est situé à la commune de Yoto, de mémoire. À Répé, voilà. À 2 heures de Lomé, à 2 heures de Lomé à peu près. Et il avait invité des jeunes écoliers à venir, il a discuté avec eux. Donc effectivement, il y a des initiatives parsemées qui ont lieu et encore qui sont faites par les artistes. Donc en parlant oui, vas-y. Quand tu parles de Armé-Siamé, c'est un projet voilà un projet qu'il faut saluer. Oui. C'est une résidence qui, chaque année, depuis 3 ans, amène des étudiants des Beaux-Arts de Paris, des artistes du monde, à Lomé, à la rencontre des artistes togolais, pour créer ensemble pendant 2 semaines, résider ensemble et créer ensemble, vivre ensemble pendant 2 semaines. Cette année, la dernière édition, on a eu cet honneur d'avoir avec nous, pendant au moins 1 semaine lors de cette résidence, quelqu'un comme Barthélemy Togo.
c'est à cette occasion que tu es venu aussi pour prêter main forte à ce projet très intéressant, qui est un projet de réflexion sur la manière de faire l'art aujourd'hui et surtout et aussi sur la manière de montrer l'art aujourd'hui et de parler de l'art aujourd'hui, puisque ça a une dimension aussi théorique. Voilà des choses qui permettent aussi aujourd'hui des projets qui permettent de dire, de réaliser, de penser que l'art a un avenir ici chez nous et que cet avenir est pour l'instant porté par les artistes eux-mêmes de manière insuffisante parce que n'ayant pas les soutiens nécessaires pour faire pleinement ce qu'ils ont envie de faire. Ce dont on parle là, c'est surtout de soutien financier. On parle d'argent, mais pas que d'argent. On parle aussi de soutien de logistique. C'est-à-dire que sur un projet, si on prend par exemple un projet comme en Messiamé, qui pendant 2 semaines doit porter une vingtaine d'artistes nationaux, continentaux et internationaux, on peut très bien imaginer le garage central mettre un bus à la disposition de ce projet. Un bus avec carburant et chauffeur à la disposition de ce projet. On peut très bien imaginer Askai, par exemple, mettre des billets à la disposition des artistes qui viennent et qui repartent. Donc, il y a diverses manières pour des acteurs économiques et politiques de contribuer à l'essor de l'art. Et voilà que un projet comme ça se retrouve seul, porté à bout de bras par des artistes qui doivent y mettre leurs propres ressources, qui sont déjà des ressources extrêmement limitées, et donc souffrir si ce n'était l'appui inespéré et décisif de partenaires internationaux comme l'Institut Goethe ou l'Institut français, on serait encore plus seul sur ces territoires-là. Donc, quand on parle d'art au Togo, voilà un autre élément dont on doit parler, surtout s'agissant de l'argent, c'est ce qu'on appelle Fonds d'aide à la culture, ici chez nous. Fonds d'aide à la culture, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent que l'État met à la disposition des artistes et des acteurs culturels pour faire vivre leur métier. C'est 400 millions depuis sa création, CFA évidemment, depuis sa création, qui à chaque fois est amputé de à peu près 100 millions du fait de ce qu'on appelle un correctif budgétaire, c'est-à-dire l'État redistribue certaines ressources en recollectant certaines ressources pour ses propres priorités, ce qui se fait régulièrement dans tous les pays. Mais donc, c'est 400 millions qui est amputé d'une partie et donc il reste 300 millions, dont le fonctionnement même de 50 millions dédiés au fonctionnement du fonds. Donc, on va dire qu'il reste à peu près 250 millions et qui partent en appel à projet. Et donc, ce que moi j'ai reproché ouvertement sur mes réseaux sociaux à cette initiative, d'abord de saluer son existence, ça c'est de un, et de dire, une fois qu'on l'a salué, de dire à quel point cet argent est largement insuffisant. Oui. Elle existe, cette initiative, je crois, existe depuis le Covid. Non, depuis 2014-2015. 2014-2015, voilà. D'accord. C'est ça. Suite à un décret qui a été pris, je pense, en 2009 ou 2007. Un décret présidentiel. Elle s'est accentuée pendant le Covid. Il me semble qu'il y a eu... Non, pendant le Covid, il se fait que le ministre actuel a rassemblé les artistes et a dit, a demandé aux artistes de faire un choix. C'est-à-dire que, en raison de l'insuffisance de l'enveloppe, c'est-à-dire les 300 millions, le choix stratégique qui a été fait, selon ce qu'on nous a expliqué, c'est de cumuler tous les 2 ans. Donc, ce n'est pas un truc qui se fait annuellement, c'est biennal. Donc, ça faisait une enveloppe globale de 600 millions qui était mise à la disposition des différents appels à projets. Et donc, ce coup-là, le ministre avait demandé aux acteurs qu'en raison du Covid et des difficultés très avérées, très accrues que traversaient les artistes, on préférait qu'ils continuent l'appel tel que c'était fait ou qu'il y ait une sorte de distribution, on va dire, sociale. C'est-à-dire qu'on va donner un peu à tout le monde. Et c'est ce que la salle a demandé, c'est ce qui a été fait et c'était salutaire. Maintenant, on est sorti du Covid, il fallait un plan de relance, un plan ambitieux de relance du secteur. Parce que c'est un secteur qui était déjà très à mal avant le Covid et qui a été mis à terre par le Covid.
et à l'heure où nous parlons, c'est un secteur qui a du mal à redécoller. Donc, il fallait un plan ambitieux de relance qu'on n'a pas eu tout à fait. Mais en revanche, à la place de ce plan, il y a eu une réforme. Il y a une réforme, puisque c'est toujours en cours, du Fonds d'aide à la culture, qui est devenu Fonds national de développement culturel. Donc, qui n'est pas encore actif. Parce que l'ambition de ce fonds, c'est déjà tu sais, quand on parle de 300 millions, le cinéma était dedans. Et le cinéma à lui seul peut engloutir la moitié. Oui. Alors, et la musique, j'imagine. La musique également. Ne parlons même pas de musique. Le cinéma à lui seul, un film à lui seul peut engloutir tout ce fonds. Un film ambitieux peut prendre les 300 millions. Voilà. Donc, l'une des choses intéressantes que le pouvoir public a faites, c'est d'avoir extrait le cinéma de ce fonds et créer une enveloppe à part pour le cinéma. Ça, il faut le saluer. Deuxième chose, c'est de montrer une ambition qui consistait à augmenter l'enveloppe des deux côtés, et du cinéma et de l'enveloppe qui est consacrée aux autres, c'est-à-dire nous autres, musique, art, plastique, mode et tout le reste, littérature et tout le reste. Mais le problème est que jusqu'à présent, rien n'est annoncé en termes d'enveloppe nouvelle. Et du coup, les artistes ont été récemment encore consultés pour savoir si ils souhaitaient que les appels à projets tels qu'ils se faisaient avant Covid puissent continuer. Et j'imagine que c'était avec la même enveloppe que le fonds d'aide, c'est-à-dire les 300 millions. Ça manque, à mon avis, d'ambition parce que nous sommes très en retard sur nos voisins en matière d'art. Le Bénin, le Ghana, le Burkina, la Côte d'Ivoire, nous sommes extrêmement en retard. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans un environnement où les talents explosent dans le pays, dans tous les domaines. Les talents explosent, mais que nous n'avons pas les moyens de les doper, de les propulser, de les impulser, de manière à ce que ces talents deviennent des expressions majeures de l'identité artistique et culturelle du pays, et de manière à ce que ces expressions-là deviennent des entreprises culturelles qui puissent elles-mêmes porter et générer d'autres richesses et permettre à l'art d'être un élément majeur et décisif de participant pleinement au développement économique du pays. Parce que l'objectif, c'est cela. L'objectif, ce n'est pas de continuer à être assisté. C'est pour ça que nous avons insisté à ce qu'on enlève le fonds d'aide. On ne veut pas d'aide. On ne veut pas d'aide, on veut de l'investissement. On ne veut pas d'aide. Voilà, de l'investissement et qui ne soit pas ressenti comme OK, les artistes, non, juste que ça soit de l'ambition portée par l'État de manière à ce que nous sentions qu'il y a un projet dans lequel on nous appelle et que dans lequel nous sommes impliqués comme des acteurs décisifs d'impact. Donc, je pense que c'est cela qui manque. Mais nous continuons à l'échelle individuelle et des fois, les fédérations, il y a des fédérations de différents métiers d'art qui sont créées. Donc, à l'échelle de ces fédérations, de dialoguer, parce qu'il y a une évidence, Christelle. Oui. C'est que dans un pays comme le nôtre, même si aujourd'hui on s'amuse à annoncer qu'on met 2 milliards à la disposition de l'art, c'est la population qui va critiquer cela. Parce que les gens vont dire il y a des choses plus importantes. Il y a qu'on manque de rues, de routes, qu'on manque d'écoles, qu'on manque de ceci et de cela. Pourquoi gaspiller de l'argent en mettant autant de sommes, une telle somme à la disposition des artistes? Et d'ailleurs, qui sont ces artistes à pas fumer de la drogue et tout ça? Parce que c'est les clichés dont nous souffrons. Continue parce que moi, à l'époque, quand j'ai été à Lomé, il y avait déjà cette idée-là. Ah non, ça a résisté. Surtout que rien n'a changé. Moi, personnellement, si tu veux, je milite pour le fait de voir des Togolais s'enrichir dans le secteur de l'art, mais dans tout l'écosystème, pas seulement les artistes. Des gens comme Frédéric Gakwara qui porte le centre culturel d'Enigba. Il y a d'autres centres culturels. Voilà un monsieur qui se bat. Je pense à Dick Mauto du centre culturel Level, qui vient de clôturer un très bon festival de Togoville Jazz. Voilà un monsieur qui se bat sans soutien. Nous nous battons tous sans soutien, mais certains encore plus que d'autres.
parce qu'ils portent parce qu'ils portent des événements fédérateurs, des événements voilà, qui rassemblent. Et en raison de, ne serait-ce qu'en raison de cela, on est en droit d'attendre un soutien naturel, un appui financier, pas seulement de l'État. L'État ne peut pas tout faire, mais aussi des entreprises. Nos entreprises sont extrêmement paresseuses quand il s'agit d'investir dans l'art, sur les artistes. Je ne comprends pas pourquoi. C'est scandaleux. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Quel est le problème, en fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de soutenir la scène artistique quand un artiste ou qu'un collectif d'artistes va avoir une entreprise qui a quand même les moyens, hein? Si tu veux, il y a plusieurs façons de soutenir cela. Si on n'a pas de l'argent frais, on peut commencer par défiscaliser les entreprises culturelles pour une durée déterminée. Ouais. Donc, de dire que sur 15 ans, toute entreprise culturelle ne paye pas d'impôts. Du moment où on a bien défini les critères de ce qu'on met dans l'entreprise culturelle. Voilà. Donc, ça permet c'est aussi un soutien financier que de soulager ces initiatives d'aller encore, qui ont du mal à gagner de l'argent, d'aller encore mettre un peu de ce qu'ils ont gagné pour fonctionner, amputer cela encore, mettre dans les impôts. Donc, ce serait déjà très intéressant de pouvoir faire cela. Donc, en dehors de la fiscalité, il est, à mon avis, aussi intéressant d'inciter les entreprises. D'inciter les entreprises qui sont là à Lomé. Il n'y en a pas des tonnes. Hein. Il n'y en a pas des milliers qui sont prêtes à investir dans l'art, mais les plus importantes qui font de l'argent. Par exemple, la brasserie du Bénin. Oui. Les entreprises qui nous font des boissons, de l'alcool. Les entreprises qui nous font des produits qui ne sont pas des produits qui entretiennent la santé, par exemple. Qui permettent le bien-être. Mais ce serait intéressant de les pousser à verser une partie de leurs revenus à valoriser les lettres togolaises, c'est-à-dire la création de l'intelligence togolaise. Et puis de mettre un certain nombre de mesures incitatives à la disposition de ces entreprises-là pour que chacune puisse sentir être encouragée en tout cas à laisser une partie de ses bénéfices dans la création. On voit un gros challenge sur le plan des supermarchés entre Ramco et Champion. Oui. Mais l'une et l'autre, on ne les voit pas hein, sur le terrain culturel et artistique. On ne voit pas leur logo sur les différents événements qui se déroulent dans notre pays. Donc, il faut les inciter. Et c'est aussi le rôle du pouvoir public d'inciter les entreprises à investir un peu de leurs bénéfices dans l'intelligence du pays, puisque là, c'est l'intelligence du pays, c'est la sensibilité du pays, c'est le génie du pays. Mais tu ne penses pas que c'est une initiative également privée? Comme disait, alors il y a énormément de commentaires et de très bonnes réflexions qu'on essaiera de reprendre un peu tout à l'heure. Donc, Imagine disait, il faut des chefs d'entreprise sensibles à l'art. Mais il faut des chefs d'entreprise sensibles à l'art, ça veut dire qu'il faut déjà une conscientisation de l'importance de l'art au Togo. Qui le fait? Les artistes font à peu près tout. On est obligé de remplacer nous-mêmes, de nous démultiplier pour être à la fois commissaire, graphiste, agent d'entretien, médiateur culturel, et ça dans tous les niveaux. Un musicien aujourd'hui, il est lui-même parolier, il est guitariste, il est tout ça à la fois. À la fin, c'est l'œuvre qui souffre, la qualité de l'œuvre qui souffre. On n'a pas à faire tout ça à la fois. Il y a tout un écosystème. Nous avons des chômeurs dans le pays. Il y a tout un écosystème qu'il faut remplir, qui ne demande qu'à être rempli, pas des talents qui dorment quelque part, qu'il faut activer et englober dans une dynamique. Imagine deux, trois gros festivals intéressants à Lomé pendant les mois de vacances. Hein? Il y en a, mais quand je dis gros, c'est des gros trucs. Quand la dernière fois, Assalfo est venu à Lomé pour dire que le Togo était le pays invité d'honneur de Anoumabo, de son FEMUA, c'était intéressant, mais nous aurions aimé
avoir notre FEMUA à nous avant d'aller parader dans le FEMUA d'Assafo. Nous aurions aimé avoir notre FEMUA à nous, nous aurions aimé avoir notre DACAT à nous, nous aimerions l'avoir. Nous aimerions avoir un festival comme Fil Bleu, qui est dans la littérature, le théâtre, a besoin de moyens. Il y a tellement d'initiatives personnelles qui ont besoin d'être portées. En fait, du côté d'Anero, bon, étant originaire d'Anero, de par ma famille, je ne peux que saluer ce qui se passe quand même à Anero, qui est encore une fois une initiative venant du maire. Je pense il a fait un festival récemment qui était plus généraliste, bien sûr, mais qui pourrait être un point de départ pour valoriser les artistes contemporains togolais. Oui, mais quand tu dis le maire, maître Alexis Akerebourou, tu parles à un converti quand tu parles d'art. Oui, c'est l'un de nos collectionneurs. Oui. C'est un monsieur qui est extrêmement sensible à toutes les formes d'intelligence, y compris l'intelligence de création que portent les artistes. Donc, naturellement, le travail qu'il est en train de faire à l'échelle de la ville d'Anero, où il implante de l'art partout, de l'art public partout, c'est un travail extraordinaire. J'ai la chance d'être dans les conseils autour de lui, le travail magnifique qu'il fait à Anero. Donc, je suis d'autant mieux placé pour en parler. Ça mérite d'être salué quand même. Et donner cela comme exemple. Nous avons besoin de beaucoup plus de maires comme ça. Voilà. Pas seulement à Anero, mais des gens qui s'intéressent de plus près. Excuse-moi de revenir sur ce mot-là, à l'intelligence de leur commune. Parce que là, contrairement à ce que les gens pensent, c'est de l'intelligence, c'est un travail de réflexion. Faire une œuvre d'art, c'est de la documentation, c'est de la recherche sur soi, sur les autres, c'est une étude sociologique sur son environnement, avant même de restituer cela par un tableau, par un dessin, une vidéo, une performance ou un quelconque objet d'art. Donc, c'est l'intelligence du pays qui est là, incarnée par une frange minoritaire de la population, mais qui n'est pas une frange négligeable, mais qui est cependant absolument négligée. Il faudrait trouver les moyens pour que le mépris ou l'indifférence dont nous souffrons puisse se prendre fin et qu'on nous intègre pleinement enfin à une vraie dynamique de développement. Alors, on va revenir sur une question qui me paraît essentielle, c'est l'argent, parce que sans argent, nous ne pouvons rien faire. J'en ai vu des exemples et des exemples nombreux au Togo. Il y a énormément de choses qui sont faites, mais il faut savoir que c'est un coût. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'argent. Et si on revient en fait sur ta contribution, sur ce que tu fais de façon générale ou ce que tu as déjà fait, est-ce que tu pourrais quand même nous donner des détails sur, parce que tu as des choses concrètes en fait, on va parler concrètement. Combien coûte en fait? Pose des questions concrètes, tu auras les réponses concrètes. Combien coûte une exposition par rapport aux expositions que tu as faites dans ton atelier? Qu'est-ce que tu as Combien eu? Coûte une exposition? Oui. C'est très simple, je fais le calcul en même temps avec toi. Oui. Alors, déjà, à chaque exposition, il faut refaire la salle. Voilà, donc il faut refaire la salle, mais ce n'est pas encore les gros sous. Il faut faire venir un photographe pour photographier les œuvres, prendre les œuvres en photo, photographe professionnel. Donc, ça a un coût. Après, il faut faire tout un travail de graphisme sur les communications visuelles. Alors, les cartons d'invitation, le test de salon, les cartels, et puis à chaque exposition, on fait un catalogue. OK. On fait systématiquement un catalogue, soit numérique, mais la plupart du temps est numérique et imprimé. Tout ça, c'est de l'argent. Ensuite, financer le vernissage. Je ne fais pas d'exposition sans mettre devant des agents de sécurité pour veiller sur les véhicules des gens qui viennent garer devant. Donc ça aussi, c'est un coût. D'accord. OK. Oui, tu vois, ça aussi, c'est un coût. Le cocktail pendant le vernissage, ce qui fait que à chaque exposition, selon que l'artiste me paraisse jeune ou moins jeune,
le coût est entre 300 et 500 000 francs CFA. Alors, ça, c'est ce qui est directement sorti. Mais ce qui n'est pas, ce qui est gracieusement offert par mes propres compétences et les compétences de celui qui dirige l'atelier aujourd'hui, en l'occurrence Wadi Yao, qui est photographe de profession, c'est que nous offrons le graphisme et la photo. Il faut financer cela et mettre de l'argent dessus, on est à peu près à 1 million autour d'une seule exposition. Maintenant, c'est de l'argent. 1 million ne serait-ce que les 300, prenons le minima, 300 000 qui investissent une exposition à mon échelle. Mais d'où sort cet argent? Oui, j'aimerais bien savoir. De ma poche. Cet argent sort complètement et totalement de ma poche, de mes sacrifices personnels. Alors, je te dis tout de suite, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est riche. Je ne le suis pas. Je ne suis pas quelqu'un qui aspire à être riche. Ça ne m'intéresse pas. Mais je suis quelqu'un qui est passionné par l'art et qui a ce feu ardent de voir l'art éclore dans notre pays et de vivre des semaines où tous les jours, tu as un vernissage ou une exposition qui est en cours à aller voir quelque part. C'est-à-dire, il y a plein d'expositions dans la ville et même autour de nous, à Niro, à Palimé, Tabico, et Saint-Cassé, il y a des expositions. Voilà mon ambition personnelle et pour lequel j'essaye de mettre le peu de sous que je gagne à travers mes petites ventes d'expositions, de tableaux. Je gagne un peu, je mets un peu dedans. Je gagne un peu, je mets un peu dedans. Je pars du principe qu'à 50 ans, si je ne peux pas financer un événement de ma poche à 500 000 ou même à 1 million et qu'il faille que j'aille demander d'être financé, je ne pense pas que ça soit quelque chose que je puisse faire à 50 ans. Si le jour où je dois aller demander un financement, je parle de 100 millions pour porter un vrai événement. Pas 1 million, pas 2. Ça, là, je préfère sacrifier mes propres ressources à mettre dans ça. Maintenant, une fois qu'on a mis ça, qu'est-ce qu'on gagne? Voilà la question. Quels sont les bénéfices? Les gens qui viennent à l'atelier Eric Konanou sachent comment ça fonctionne là-bas. Qu'est-ce qu'on gagne? Rien du tout. On perd de l'argent. OK. Les artistes, quand ils vendent, ils font une contribution de 30%. Mais ça n'amortit même pas les charges. Ça n'amortit même pas les dépenses. Il faut payer l'atelier, j'imagine. Payer l'atelier avec les charges d'électricité et eau. Mais ça encore, les charges même induites par l'exposition elle-même. C'est-à-dire le coût du catalogue, le coût du cocktail, le coût de la sécurité, qui est les coûts que j'ai énumérés précédemment. Il faut déjà amortir cela. Je ne parle même pas des charges courantes de l'espace. Donc, il n'y a pas d'amortissement, c'est ce que tu es en train de me dire? Non, on ne peut pas amortir. Pour preuve, toutes les initiatives qui ont eu lieu au Togo pour créer une galerie ont fermé. Toutes ces initiatives ont fermé. Toutes, sans aucune exception. Parce qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Toutes ont fermé. J'ai vu des gens, quand je suis rentré à Lomé, j'ai vu au moins une galerie de Michel Brunet, qui était à la plage, pas loin de l'ambassade d'Allemagne, qui est une des plus anciennes galeries. Elle a fermé. Il y a eu le laboratoire, je pense que ça s'appelle, de notre compatriote Sandra Agbessi, qui est retournée à Bruxelles, qui est venue vivre à Lomé. Elle a fermé et la dame est partie. Il y a eu la galerie Négrilis, faite par M. Bois, qui est un Ivoirien qui travaille à la BOAD, qui réside ici. Elle a fermé, elle a réouvert, mais ça ne fonctionne pas. Toutes les galeries ont fermé. Tous ceux qui ont investi dedans. Alain Fassier, je crois, c'est ça? Alain Fassier qui avait... Alain Fassier qui avait pourtant vers le lycée français un endroit de quoi 12 mètres carrés à peu près, donc avec des frais raisonnables, a fini par fermer et il s'est replié sur sa résidence à Bepozo où il fait des choses là-bas chez lui. Donc toutes les initiatives ont fermé parce qu'il n'y a pas de marché et c'est un secteur qui a besoin d'être subventionné pour fonctionner pendant une longue durée. Subventionné en fait. l'État. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État de subventionner. À défaut de subventionner, de mettre à la disposition des artistes une galerie nationale, c'est-à-dire un espace public
ou à l'instar de ce qui existe au Sénégal, donc une galerie nationale où les artistes, qui a un service public qui permet aux artistes qui le souhaitent de faire des démarches pour y exposer. Ça serait un espace porté par l'État. Mais l'État peut nous dire que on vous a donné le palais de Lomé, qui devrait fonctionner comme une galerie nationale. L'État peut dire ça. Vous avez le palais de Lomé, et ce serait à juste titre. Mais en dehors de cela, mais il faut penser à un mécanisme qui permet à ce secteur. Pour moi, c'est le secteur le plus sensible du domaine culturel. C'est le seul qui n'a pas de billetterie. Tous les autres ont de la billetterie. L'art contemporain n'a pas de billetterie. Une exposition n'a pas de billetterie. Donc, c'est un secteur fragile qui a besoin d'un traitement spécial. Donc, c'est pour ça que je parle de subvention. Il faut subventionner les initiatives, défiscaliser les galeries, les porteurs de projets dans ce domaine-là, les défiscaliser absolument. Et en plus de la défiscalisation, leur donner un appui financier suffisamment substantiel pour que ces structures puissent, à terme, dans une convention signée avec l'organe donateur, devenir autonomes sur 5 ans, par exemple. Tu vois? Donc, de toutes les façons, il faut imaginer un mécanisme qui permet à nos structures de pouvoir montrer l'étendue du talent de nos artistes. Et tout à l'heure, on a parlé de la difficulté même sociologique de l'art. C'est-à-dire notre population qui n'est pas éduquée à cela. Mais qui doit faire ça? Ce n'est pas à l'État de le faire. C'est aux opérateurs de le faire. Et ça a besoin d'un autre moyen. Par exemple, quand on fait une exposition dans mon quartier là-bas, à Noukafou, et on allait voir les écoles tout autour pour les inviter à venir. Mais une fois que les gens sont difficilement d'accord, ils ne voient pas l'utilité d'aller se déplacer pour aller voir une exposition avec les enfants. Mais une fois qu'on est arrivé à les persuader, la question qui vient, qui va nous déplacer? Ah oui. Parce qu'il faut déplacer 50, 60, 70 enfants, des fois plus. Qui va les déplacer? L'école Lamadone est venue avec ses propres moyens, mais toutes les écoles de Lomé n'ont pas ces moyens, n'ont pas de bus ou les moyens de louer. Le service public. Moi, je n'ai que la référence de la France. C'est le service public qui s'occupe de ça. C'est les communes qui affrètent des cars pour les écoles. Mais on n'a jamais vu nos maires dans nos expositions. Tu imagines aller les voir pour leur dire d'affréter des cars. Le monsieur ne va même pas comprendre le sens de la démarche, ou la dame ne va pas comprendre le sens de la démarche. Ça viendra. Oui, mais les acteurs, on ne peut pas attendre ça viendra. Les acteurs se prennent en main. Parce que ce sont nos métiers et nos vies en dépendent. On se prend en main, mais malgré tous les efforts que nous faisons pour monter une expo, inviter les gens, on est conscient que ce n'est pas suffisant parce qu'il nous faudrait plus de moyens. On sait que ce n'est pas suffisant et je suis persuadé que si les moyens étaient suffisamment mis à la disposition, même du palais de Lomé, le résultat serait différent. Donc, il faut plus de moyens quand on parle de moyens, c'est surtout l'argent. Le mot moyen, c'est comme si nous cachions les réalités. On a besoin d'argent. On a besoin de beaucoup d'argent. Et cet argent-là, si l'État ne peut pas le mettre à notre disposition, il faut que ce soit les gens. Maintenant, parlons de la nouvelle réalité sociologique qui entoure l'art aujourd'hui. Et cette réalité est encourageante. Pourquoi? Parce que moi qui suis rentré à Lomé en 2005, ça fait quoi? 18 ans, non? C'est ça. 18 ans. On va dire que c'est 18 ans que je reviens, je me suis revenu m'imprégner de la réalité artistique dans notre pays. Quand je suis rentré, le seul public acheteur qu'il y avait, c'était essentiellement les Européens, mais surtout les Français. Le seul. Ou quand tu avais une exposition, tu n'avais aucun expatrié, c'était sûr que tu avais vente zéro. Voilà. Donc, du coup, toute la communication était dirigée vers les contacts qu'on pouvait avoir avec cette population-là. Mais petit à petit, je me suis dit, mais si c'est ce public-là que seulement qui vient voir nos expositions et moi qui suis formé chez eux, qu'est-ce que je viens faire ici?
je vais te laisser là-bas. Alors, Oui. donc, on commence à réfléchir autrement. On dit, mais comment et où trouver le public local? Comment et où? Et là, c'est un travail personnel. C'est sacrifice de communication, depuis qu'on a WhatsApp, de messagerie un à un, de relance, de machin. Chaque exposition que j'organise, si tu me vois, je viens à l'atelier à 8 heures du matin, je prends mon WhatsApp, je n'arrête pas jusqu'au soir de relancer, viens voir, voilà, je ne fais que ça. Donc, qui fait que finalement, tu arrives à voir que le public s'est glissé. On a aujourd'hui une nouvelle génération qui s'intéresse à l'art, qui vient. Elle est trentenaire, elle est quarantenaire, elle a vécu en Europe, elle est diplômée, elle a un bon travail à Lomé, elle est togolaise, elle est ivoirienne, elle est sénégalaise, elle est là et puis là, l'intéresse. Ce public-là existe à Lomé. Mais c'est déjà une bonne chose. Ah oui, juste c'est majeur. Sans vouloir te couper, parce que ça fait déjà 1 heure que nous faisons ce live. Donc, merci à tous ceux qui sont restés. Merci à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, pour parler concrètement, je voulais savoir en fait quelles initiatives. Donc, moi, sans vouloir trop parler de mon parcours et de mon combat pour l'art, c'est beaucoup de sacrifices, mais j'y crois et je pense que beaucoup de personnes à Lomé ou en tout cas au Togo pourraient faire de même et ne serait-ce qu'aider un artiste. Enfin, le mot aider non, est à bannir maintenant, mais en tout cas soutenir et servir de mécène même pour permettre à ne serait-ce qu'un artiste ou 2 artistes de développer sa carrière artistique. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'initiatives, ne serait-ce que de venir à une exposition comme tu le dis, c'est déjà un grand pas parce que plus il y a du monde, comme je le vois moi, nous qui sommes à distance, nous sommes et quand même, ça fait quand même 20 ans encore une fois que je suis dans le domaine, je n'avais jamais vu ça quand j'étais à Lomé. Et dans les années, en plus, voilà, il y a de plus en plus d'engouement. Quand j'ai commencé à travers mon association Courrier Art en 2004, il y avait très peu d'initiatives aussi. Je parle à Lomé ou au Togo qui permettaient de drainer du monde comme vous le faites. Et donc pour moi, ça me conforte dans l'idée que si, sans vouloir être utopiste, mais je parle vraiment concrètement, si chacun des amateurs d'art ou des professionnels de l'art mettait du sien pour pouvoir aider ou soutenir ne serait-ce qu'un seul artiste, ça pourrait déjà le soulager parce que, encore une fois, Eric, tu es artiste. Et, on l'oublie souvent, Christelle, on l'oublie souvent parce que dans toutes ces initiatives, il faut te préciser que ce que je suis obligé à chaque fois de subir, parce que c'est les premiers qui combattent toutes les initiatives que j'essaie de porter, ce sont d'abord les artistes eux-mêmes. Ici, à Lomé, c'est ceux qui nous rendent la tâche difficile avec la diffamation, des calomnies, des injures, de la félonie, des bizarreries, des cynismes. Ce sont les artistes eux-mêmes. Attends. On va être concret. Je finis mon propos. Oui. Camille Azanko est artiste. Ferdinand Makouvia est artiste. J'ai eu l'occasion de parler à un certain nombre d'artistes qui, en fait, se retrouvent quelque part porteurs de projets, entrepreneurs ou autres, mais c'est parfois difficile pour vous de continuer dans la création, en fait. Oui, on est d'accord. Tu n'as pas le temps de créer. Pour te dire encore sur mon expérience personnelle, quand il y a une exposition, du moins quand c'était moi la direction de l'atelier Eric Onanou, quand une exposition là-bas et que des gens venaient, une fois qu'ils ont visité l'exposition, ils me disent, mais monsieur Onanou, on veut voir votre travail, on veut l'acheter. Je dis non, parce qu'il y a une exposition qui est en cours. Si vous voulez voir mon travail, il faut revenir quand l'exposition est finie. Je ne veux pas créer de concurrence entre les deux. Donc, tous ceux qui sont venus à l'atelier savent ça, que pendant une exposition, je ne montre pas mon propre travail, tant que l'exposition est en cours. Voilà. Donc,
et dans cette période-là, qu'est-ce que tu perds? Tu es assis là-bas toute la journée parce que je n'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour venir regarder, veiller sur les œuvres et recevoir les Tu visiteurs. parles des permanences. Tu Oui, fais des permanences, c'est ça? Je fais les permanences, voilà le mot que je cherchais. Ok. Je fais les permanences moi-même. De temps en temps, quand je peux, je me fais relayer par les quelques amis qui gravitent autour de l'atelier. Mais de façon générale, je fais tout ça moi-même. Donc, quand tu n'as pas le temps de travailler, tu n'as plus le temps de travailler. Et puis, la seule manière que j'ai trouvée de pallier à cela, c'est de griffonner quelques petits, pendant que j'attends, de griffonner sur des papiers A4, des dessins. Donc, c'est ma façon de continuer à créer parce que des projets plus ambitieux, une fois que l'expo est fini, tu es lessivé, tu es épuisé intérieurement et encore que le temps de te remettre, il y a une expo qui arrive. Je confirme. Il y a une autre expo. C'est une telle énergie, un tel sacrifice physique, psychologique, moral, financier à l'échelle d'un individu que de porter ce projet-là. Et maintenant, une fois que tu essaies de porter cela, de devoir subir l'adversité, la félonie, le cynisme de tes collègues pour lesquels tu essaies de te battre, c'est encore quelque chose de plus douloureux encore à porter, qui fait que c'est un combat qui est franchement épuisant. Tu es épuisé de tous les côtés, tu es épuisé du visage, tu es épuisé à l'intérieur de ta personne. Et là, je profite de ta tribune pour dire aux artistes qu'on ne devrait pas passer notre temps à faire de la médisance, de raconter des petites histoires qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas sur les uns sur les autres. Je dis souvent que ce que nous avons à gagner, c'est que lorsque l'un d'entre nous a un vernissage, nous devons nous mobiliser pour y être tous, être le premier public de n'importe lequel des vernissages. Moi, je suis à tous les vernissages, petits, adultes, grands, moi connu, pas pour l'artiste, mais d'abord pour moi, pour me nourrir moi, parce que c'est mon métier que d'aller regarder ce que les autres font. Quand on est un écrivain, on lit les autres. Quand on est un artiste, on regarde les autres. Mais ce que on observe, on a des gens qui considèrent qu'ils sont trop importants pour aller voir les expositions des autres, qui sont trop doués pour aller consacrer un peu de leur temps pour, avec un certain mépris, aller regarder les autres. Et ce que ces gens-là ignorent, c'est que quand tu es dans un avion, tu es à la place Hublot et que tu jettes un coup d'œil en bas, s'il y a un arbre, il y a toutes les chances que tu ne le remarques pas, quelle que soit la taille de cet arbre. Mais quand il y a une forêt, tu le vois. Nous devons travailler à nous comporter non pas comme des arbres solitaires, mais comme des forêts denses. Quand il y a une exposition, je dis aux jeunes ici, mais pourquoi tu cherches une galerie? La clôture extérieure de ta maison, voilà une galerie. Pour toi, mets tes œuvres dehors, ne serait-ce qu'une heure, et trouve un camarade qui a un bon appareil photo, filmez, invitez les gens, faites une bonne communication autour. C'est assez suffisant à l'échelle de notre capitale, pour l'instant. Pour l'instant, tout à fait. Oui, c'est assez suffisant pour l'instant. Donc, mais si ce jeune-là arrive à faire cela, tu imagines le réconfort qu'il a quand il voit dans le public qui vient le visiter les grands frères qui lui paraissent inaccessibles, les grandes sœurs qui lui paraissent inaccessibles. D'aller juste montrer par notre présence. Et ça, Soké Edor le fait, par exemple. Soké Edor le fait. Il faut reconnaître aux gens ce qu'ils font. Je le fais. Camille Azanko le fait. Quand j'étais à Lomé, j'ai constaté ça, effectivement. Sonia Lawson le fait. Mais ils sont nombreux, ces artistes-là, qui estiment qu'ils sont plus précieux qu'on ne connaît de nulle part, dont le travail se confond avec un autre, mais qui estiment qu'ils sont tellement plus importants que tout le monde et qui sont là avec un mépris. Et ils sont là quand ils viennent aux expos, quand une fois ils arrivent aux expos. Quel est le comportement qu'ils ont? Ils viennent chercher les défauts sur les autres. Ça, c'est raté. Ça, c'est machin. C'est un comportement. Non, laisse-moi finir ça. C'est très important. Parce que c'est un comportement qu'on doit éviter de nourrir. Parce que c'est nocif, parce que c'est destructeur et parce que ça n'arrange personne. Même pas les gens qui portent ce comportement. Pour terminer par rapport à ça, c'est un comportement qui n'est pas encouragé. Mais malheureusement, on ne peut pas changer une personne qui pense être dans son droit. Tu vois?
on peut pas changer, on peut malheureusement pas dissuader une personne qui est persuadée d'être un génie seulement devant le miroir de sa chambre. Un génie, ça ne s'auto-proclame pas. C'est les autres qui le disent. Si tu es un génie et que tu n'es représenté nulle part, sur aucune scène internationale, tu ne fais la une d'aucun magazine, excuse-moi, tu es le seul à penser que tu es un génie. Tu ne l'es pas. Voilà la réalité. Pour passer sur un autre sujet, donc j'ai vu ton implication sur le prix Ellipse Project. Donc j'étais très agréablement surprise que ce prix que je suis depuis 1 an seulement, pour avoir en fait travaillé sur un live avec Asuku Ake, qui avait eu le prix l'année dernière, qui est un plasticien très très talentueux, d'origine ivoirienne. Oui. J'ai été étonnée, agréablement surprise de voir que ce prix donc a sélectionné le Togo. Donc j'ai cru apercevoir ton implication dans la sélection, en tout cas dans le jury, tu es dans le jury, ainsi que les 2 membres fondateurs de Armesiamé, donc Juliette Delcourt et Makoulia. Et je voulais en savoir davantage parce que là, on parle de être artiste au Togo. Donc, concrètement, un artiste qui est Ras Sankara a été sélectionné. Il a eu le prix et il sera donc, comme on l'a dit, en octobre, voilà. Oui, à Paris. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu penses de toute cette, de cet engouement? Quelle était ton implication et ton degré d'engagement? Ce projet est arrivé à moi, je pense, sur les recommandations de Ferdinand et Juliette. Okay. Voilà. Et donc, les gens de l'île sont arrivés à Lomé à l'atelier, ils ont demandé à me voir, ils sont venus, ils ont exposé leur projet en m'avertissant que les implications sont bénévoles. Et je leur ai tout de suite dit que je n'en attends pas de l'argent. Moi, mon mot-clé, quand on vient me voir, c'est dit « Ah, au Togo ». Moi, ça me va. Je me jette. Voilà, donc c'est pas, donc c'est une contribution, disons-le déjà, bénévole. D'accord. Donc le fait est que c'est étrange cette histoire. Tous ceux qui sont dans l'art et qui ont participé avaient le sentiment, je ne sais pas pourquoi, que je leur devais d'agir de manière à ce qu'ils gagnent. Tout le monde. Et finalement, je me retrouve avec des ennemis. Des gens qui changent de comportement parce qu'ils n'ont pas gagné. C'est étrange comme réaction. C'est humain. On a tous participé à des concours. On ne va pas à un concours en estimant qu'on va gagner parce qu'on connaît quelqu'un dans le jury. On participe à un concours parce qu'on porte un projet qui est susceptible de gagner. Et on met toutes les chances de son côté pour gagner. Parce qu'on a présenté des œuvres qui peuvent gagner et surtout, au-delà des œuvres, on a présenté un dossier convaincant. Parce que les œuvres peuvent être importantes, mais le dossier peut plomber les œuvres. Le dossier peut être mal ficelé et donc quelqu'un qui ne connaît pas l'artiste est en face d'un dossier mal ficelé. Qu'est-ce qu'on appelle le dossier mal ficelé? Un test bourré de fautes, un test laconique, des images avec des qualités approximatives, des images mal posées sur le document, et puis un dossier qui manque de consistance en termes d'univers artistique, de cohérence artistique. Donc voilà comment on peut rater un dossier. Et la plupart des dossiers souffraient d'une série de lacunes, parmi lesquelles ceux que je viens de citer. Mais malgré cela, les gens estimaient que parce qu'ils me connaissaient ou parce que je les connaissais, je leur devais quelque chose d'orienter le vote de jury de manière à ce que ce soit eux qui gagnent. C'est quelque chose que c'est pas humain, ça. C'est malsain. C'est malsain et c'est pervers comme attente. Non, ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un qui est dans un jury, mais si tu connais vraiment, si les gens me connaissaient vraiment, Christelle, si tu m'as côtoyé, ne serait-ce que 2 secondes. Parlons de Wadi, par exemple. Wadi Yao qui dirige l'atelier de Konanou, qui me connaît, qui me fréquente tous les jours. Il était averti que, de ma part, si son dossier n'était pas consistant, il n'aurait
aucun soutien particulier. Et je ne lui ai donné aucun soutien particulier. Tu vois? Donc, si ton projet, le projet que tu présentes est un projet consistant, oui, bien sûr, on va te porter. Parce que moi, la seule question que je me suis posée en m'impliquant dans ce projet de concours, c'est celle-ci. Comment faire émerger quelqu'un qui sera à Paris et dont la présence va bénéficier à tous ceux qui sont derrière. Je reviens à l'histoire de Forêt. Moi, l'expo à Paris, ce n'est pas mon critère. Le marché international de l'art ne m'intéresse pas personnellement. Donc, ce n'est pas mon critère décisif. Maintenant, c'est un marché qui impulse le rythme cardiaque de l'art. Voilà. Donc, si un Togolais y va dans ce couloir de visibilité que présente ce projet, comment désigner quelqu'un qui présente le profil susceptible d'attirer l'attention de tout ce public collectionneur, visiteur, sur la qualité de l'art au Togo. Au Togo, voilà. Tout à fait. C'est mon objet. C'était dans mon implication dans ce projet se résume à cette seule problématique. Les individus ne m'intéressaient pas. Comment faire bénéficier cela à ceux qui ne vont pas gagner? Voilà mon objet. Donc, dans cette configuration de jury de 6 personnes, puisque Messiame ils étaient 2, mais il y avait une voix de 6 personnes qui sont diversement des acteurs du monde de l'art. Chacun a son opinion sur sa sensibilité, son opinion sur un artiste. La preuve, aucun membre du jury n'a présenté une fiche de lauréat similaire à son voisin. Toutes les fiches, les 5 fiches étaient différentes, les unes des autres. Chacun a présenté quelque chose qui correspondait à sa sensibilité, ce qui relève d'ailleurs le côté à la fois objectif et subjectif de l'art, surtout subjectif de l'art. Une fois que les qualités techniques sont rassemblées, la question est de savoir si cet art me parle ou ne me parle pas. Et là, il n'y a même plus de... C'est complètement subjectif. Ça a donné des échanges super intéressants dans le jury. Ça a donné des désaccords, y compris jusqu'au dernier moment, il y avait des désaccords musclés. Un des désaccords, c'est pourquoi il n'y a pas de, déjà au premier niveau de jury, pourquoi il n'y a pas de femmes. J'en ai fait un point d'honneur. D'autres membres du jury en faisaient aussi un point d'honneur, d'avoir une femme. Mais les dossiers étaient mauvais. Les dossiers étaient franchement mauvais. Alors, juste par rapport au dossier, donc pour avoir travaillé avec des artistes, c'est pas, je veux pas donner de leçons, je ne suis pas là pour ça, mais c'est très important. Parce que j'aide des artistes, en fait, qui soumettent des dossiers artistiques pour des résidences et pour plein d'autres projets. J'ai des artistes internationaux qui me sollicitent aussi, parce que j'ai une formation pour ça. Un dossier artistique c'est comme une vitrine, en fait. C'est comme une vitrine, c'est comme un CV quand on va en entreprise, etc. Donc, c'est très important. On est absolument d'accord. Et on a besoin, l'artiste qui ne peut pas le faire seul doit être aidé. Il faut essayer de trouver de l'aide d'une personne un peu plus avertie. Vous demandez de l'aide à quelqu'un qui a la possibilité de le faire. Même si, c'est vrai que dans le contexte togolais, ça peut être difficile, mais il y a vraiment je vois qu'il y a des critiques d'art, il y a des universitaires, il y a des jeunes étudiants qui écrivent parfaitement. Il y a des personnes qui maîtrisent le graphisme. J'étais très, très agréablement surprise quand je suis allée à Lomé et quand je vois les visuels. Donc, c'est possible. C'est possible. Il y a des acteurs, mais avant d'aborder quelqu'un, il faut d'abord nourrir à son échelle personnelle cette valeur essentielle qu'on appelle l'humilité. Il faut de l'humilité pour aller demander de l'aide. Il faut de l'humilité pour aller dire aux gens, je ne sais pas faire ceci, montrer ce qu'on a fait aux autres. Tout le monde estime qu'ils savent et tout le monde estime qu'il sait. Pourquoi pas? Maintenant, une fois que tu estimes que tu sais, tu assumes les conséquences. Un dossier, c'est un travail. C'est d'abord un travail de communication. Oui. C'est un outil de communication, avant tout. Et la communication a des règles d'écriture, a des règles de graphisme, a des règles de visuel et a des règles de mots-clés. La communication a des règles. Donc, si tu ne les connais
pas, tu as beau penser que tu présentes un projet intéressant, et en plus, le projet, la rédaction est bourrée de fautes, ça devient illisible et ça devient un handicap pour qu'on puisse accéder à ton talent. Là, ce n'est même plus le talent qui est mis en cause. Ton dossier devient un obstacle entre toi et le jury. Parce qu'on n'a plus accès à ton œuvre. Maintenant, si le dossier suscite l'intérêt et que le jury a des doutes, il a d'autres panoplies d'outils à sa disposition pour aller confirmer ces doutes ou les dégoûter. À partir de cet instant, il faudra dire à nos artistes que d'autres éléments entrent en jeu, c'est-à-dire ton Instagram, par exemple. Les gens vont aller regarder. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des outils professionnels. Une fois que ton dossier a suscité l'intérêt, le membre du jury qui veut être tatillon, qui veut être pointilleux, qui veut être exigeant, il va aller sur ton profil Facebook, il va regarder ta page, il va regarder ton Instagram, il va aller sur ton site Internet, il va lire des choses, il va taper ton nom sur Google pour voir ce que tu représentes dans ton environnement. Je pensais même pas que tu allais parler de ça, honnêtement. C'est en fait un outil essentiel de mon point de vue. Surtout, on va parler surtout des artistes émergents. Hein. Ne parlons pas des artistes qui sont déjà sur la scène, quoique c'est aussi important, parce qu'il y a des galeristes qui, en fait, communiquent directement avec les artistes par le biais d'Instagram surtout. Pour moi, je mets un point d'honneur, en fait, à dire aux artistes qui veulent bien l'entendre qu'Instagram, c'est important. Instagram, les réseaux sociaux, c'est important. LinkedIn, YouTube, parce qu'on est dans l'ère à l'ère de l'image, à l'ère de l'image, à l'ère de la vidéo, et c'est très important en fait d'avoir une vitrine. C'est un outil qui nous est tombé dessus, et il y a une façon en fait d'aborder en fait son approche artistique, de montrer en fait la façon dont on veut être appréhendé, et c'est très important en fait. Pour moi, Instagram est important, Facebook également, mais surtout Instagram, LinkedIn dans une moindre mesure, et YouTube. Dans une moindre mesure, absolument. YouTube également, c'est très important. Quand il y a une jeune femme que j'apprécie beaucoup, qui a fait les carnets artistiques, par exemple, il me semble qu'elle mettait des vidéos sur YouTube pour qu'on puisse voir les ateliers d'artistes, etc. Donc, en fait, ça peut servir aussi de vitrine. C'est très important. Ça fait partie d'une démarche qui peut être valorisante pour l'artiste. On est d'accord. Et tout ça, ça fait partie de l'écosystème dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas nécessairement à l'artiste de maîtriser tous ces outils. C'est des conseils qui sont mis à la disposition des artistes. Par exemple, en France, chez toi là-bas, la maison des artistes sert un peu, du moins dans le sens, sur le terrain juridique, à ça. On offre des conseils juridiques aux artistes. Il y a des associations qui permettent à des artistes d'accéder à ce genre, soit de la formation, ou soit des pratiques qui permettraient de t'aider à présenter un dossier potable. Et puis, il y a des publications régulières dans des revues spécialisées qui permettent d'accéder à cela. Tout ça, on n'a pas ça ici. C'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place avec des acteurs spécifiques. Maintenant, quand tu parles de graphistes, oui, il y a des graphistes de bonne qualité ici, mais ça a un coût. Ça a un coût. Quand tu demandes à un graphiste, un jeune artiste difficilement tu vends une œuvre par an ou 2 œuvres par an, tu peux pas aller donner 50 000 à un graphiste pour faire, tu les as même pas, en général. Maintenant, comment on fait? On s'auto-forme. Moi, je me suis auto-formé à plein de choses. J'ai un profil que j'estime aujourd'hui polyvalent. On va s'auto-former. On lit beaucoup. On lit beaucoup, déjà. D'à peu près tout. On lit beaucoup. On ne joue pas à l'artiste. Nos compatriotes aiment trop jouer à l'artiste, souvent par défaut de connaissance. Ils reprennent des stéréotypes de l'artiste et pensent que parce qu'ils incarnent ces stéréotypes, on les perçoit comme des artistes. Non, en réalité, on les perçoit comme comment on appelle ça, des usurpateurs. Parce que quand on prend un artiste comme Basquiat ne joue pas à l'artiste, il est Basquiat.
Ce n'est pas parce qu'il y a des dreadlocks que toi aussi tu vas avoir des dreadlocks et penser être un artiste. Il y a une différence entre vous, c'est que l'un l'est, il porte cela et que l'un essaie de ressembler à l'autre. Nous autres essayons de réprimer nos folies pour ne pas paraître des fous. Il y en a qui ne le sont pas, qui essaient de le paraître. Donc, dans tout ce brouhaha, il y a une sélection naturelle qui se fait et cette sélection-là, c'est le marché, c'est le public. Quand tu n'es pas, les gens le sentent. Quand tu ne dis pas la vérité, les gens le sentent. Quand ton art ment, les gens le sentent. Ce qui est faux, les gens le sentent. Le chien sent le menteur qui passe, le chien sent le voleur qui passe. Les humains fonctionnent pareil. Ce n'est pas parce que tu t'es allongé sur un tissu et tu as nagé dedans que tu penses être convaincu, toi, que tu as fait une œuvre d'art, que ce que tu es sorti de là est une œuvre d'art. Ce n'est pas toi qui le décide, c'est l'histoire de l'art qui le décide. Et l'histoire de l'art date de 72 000 ans. 72 000 ans. L'histoire de l'art date de 72 000 ans. Ce n'est pas toi qui décides. Tout ce que tu fais, on va le frotter à 72 000 ans d'histoire. Voilà. Et les experts sont là pour le frotter à 72 000 ans d'histoire. Voilà. Donc, à partir de là, c'est très compliqué de tromper les gens. Là, c'est un métier sérieux. C'est d'abord un métier de réflexion. D'abord sur soi, sur sa personne. D'où l'autoportrait était un art très prisé à l'époque. Ça permet à l'artiste de traquer les subtilités ou les aspérités de sa propre personne. Et ensuite, là, c'est aussi un regard sur la société. Ce que nous proposons aujourd'hui, à qui nous le destinons? Quand on fait un art dont les artefacts visuels, invisuels, pour prendre un mot qui revient à la mode, ne s'adresse pas au code de sa société, à qui on les adresse? Aujourd'hui, l'artiste doit manger, on est d'accord. Donc, c'est plus facile de s'intéresser à ce qui se passe à New York, à Paris, que de chercher à se battre pour que nous puissions vendre non pas 30 000 € à Paris, mais de vendre 1000 fois 50 000 à Lomé. Ou alors 1000 fois 200 000 à Lomé et espérer générer tellement d'intérêt pour pouvoir vendre les 30 000, 50 000 millions de dollars ici à Lomé. Et c'est possible. C'est un travail de longue haleine qu'on doit faire en essayant de mettre en place un écosystème. L'écosystème, c'est majeur. De quoi nous avons besoin aujourd'hui pour sortir l'art contemporain togolais de sa torpeur ou de sa léthargie actuelle? On a besoin de curateurs influents. Ce sont les curateurs qui programment les expositions. Ce sont les curateurs qui réfléchissent les expositions, qui les pensent et qui les installent. Tant qu'on n'a pas un curateur togolais influent sur le grand marché de l'art, les Togolais seront toujours des marginaux portés par des gens qui, accidentellement, en programme 1. Il faut des curateurs togolais influents. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il nous faut des collectionneurs locaux, nationaux importants. Des gens qui sont capables de mettre de l'argent sur les artistes togolais, ici au Togo. Une personne qui est capable qui ne tremble pas à mettre 1 milliard d'euros sur 1 milliard de francs CFA sur les 20 mètres de rideau, majestueuse œuvre de Camille Azanko. Cette œuvre-là mérite, quand je dis milliard, je pense que cette œuvre mérite ça, à installer de manière précieuse pour que les gens savent que ça là, de Camille Azanko, ça fait 20 mètres de ferraille. Au Bénin, hein, c'est ça? Et non, on ne nous prend pas Camille. Camille, c'est l'un de nos génies. Camille est togolais. L'œuvre dont tu parles. Ah oui, il a fait au Bénin Junior où se trouve l'œuvre. J'espère que l'œuvre est à Lomé, mais je soupçonne, tu as raison, que l'œuvre soit à Cotonou. Et donc, si on avait l'oreille de collectionneur important, on aurait soufflé à ce collectionneur d'aller rapatrier cette œuvre-là, de mettre les moyens pour les prendre et les installer quelque part à Lomé pour que les Togolais puissent se frotter à ce que nous avons de génie en nous. Et Camille Azanko est l'un de nos génies. Voilà. Une fois qu'on a dit cela, il nous faut des galeries. Il nous faut des galeries. Des gens qui servent de médiation entre la population et les artistes, entre la population acheteuse et les artistes, et la population non acheteuse dans les musées.
artistes. Il nous faut des musées d'art contemporain, il nous faut des galeries d'art contemporain, il nous faut des collectionneurs locaux importants, influents et qui ont des ambitions d'externationaliser leur collection et de le montrer ailleurs, de porter les Togolais vers les grands événements artistiques qui se passent d'abord sur le continent, Lagos, Abidjan, Dakar, Afrique du Sud, Maroc, Tunis, là où ça se passe, de porter les artistes togolais là-bas. Et ensuite, une fois qu'on a accompli le continent, seulement en bonus, penser au monde extérieur, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique et tout cela. Mettre le monde extérieur en priorité est une faute que nous payons très fort, que nous allons continuer de payer très fort. Le jour où le marché international décide que l'art contemporain africain n'est plus de son goût, tout ça va s'arrêter. Ouais. Tout ça va s'arrêter. La bulle va se crever et tout ça va s'arrêter. Tous ces petits acteurs qui pullulent autour, qui gagnent de l'argent parce que ceci, parce que cela, tout ça là, ils trouveront matière à aller chercher leur gain ailleurs. Ça sera en Iran, ça sera en Irak, ça sera sur Mars ou sur Jupiter, ils iront parce qu'ils auront les moyens d'aller. Le gars, c'est leur métier et je les respecte pour cela, ils font leur métier. Mais nous, ce qui ne doit pas s'arrêter, c'est ce que nous avons initié par nous-mêmes, sur nos propres terres. C'est des acheteurs chez nous, c'est des artistes chez nous, c'est des murs chez nous, c'est des colonnes chez nous, des socles chez nous, c'est des écrans chez nous, pour permettre aux artistes les plus doués, les moins doués, les émergents et les espoirs du pays d'avoir de quoi se frotter, se confronter, pour que de tout cela naisse le génie togolais, parce que ce génie existe. Ce génie est réel, ce génie est palpable, sauf qu'on doit arrêter de l'étouffer en lui faisant croire qu'il n'a aucune importance. Je suis d'accord. Il y a également énormément de métiers dans le domaine de l'art qui existent. Il existe des médiateurs, il existe des guides, il existe également des critiques d'art. Encore une fois, c'est tout un écosystème. C'est un écosystème qui existe ailleurs et qui mérite d'exister également au Togo. Merci pour ton intervention. On en est déjà à, je sais plus combien je crois 1h30, si c'est pas plus. Merci pour la patience de ceux qui nous suivent surtout. Et je voulais terminer ce live, mais je pense qu'on en fera un autre, cher Eric, parce que il y a énormément de choses à dire. Avec un contradicteur, ça serait encore plus intéressant. Oui, effectivement. Sur donc une phrase que tu as citée, une expression que tu as citée de Christelle Flago, que j'ai écouté quand j'ai écouté donc la vidéo très très bien faite qui sur l'art contemporain au Togo, que j'invite tout le monde à suivre. Je publierai donc le lien qui était excellente. Et Christelle Flago, qui est donc une bon, c'est pas parce qu'elle s'appelle Christelle, mais c'est une plasticienne togolaise. L'un de nos grands talents. Voilà. Qui a dit, alors je ne saurais pas le dire en mina, mais ne ebere ne osodo que ona ara mblena merado. Quand tu laisses ta vie à l'art, tu ne mourras pas de faim, c'est ça? L'art ne te laisse pas mourir quand tu lui dédies tout. L'art ne te laisse pas mourir quand tu lui dédies tout. L'art ne te laisse pas mourir de faim quand tu lui dédies tout, ta vie. Voilà. On peut terminer sur cette phrase. On peut terminer là-dessus. Merci à toi. Merci. Mes excuses si la verve, la passion s'est imposée, mais c'est avec cette même passion qu'on essaie de construire les choses, de construire avec tout le monde. Et je pense que dans cette construction, la diaspora a un rôle essentiel et majeur à jouer, et c'est ce que tu fais. C'est ce que Ferdinand Makouvia fait. C'est ce que les amis que Ferdinand Makouvia fédère autour de lui font. Je pense à Zoé Monti, je pense à Juliette Delcourt. C'est ce que les gens comme Camille Yazanko font en mettant leurs ressources et leurs moyens à la disposition des créateurs. Tant que nous sommes ensemble,
nous sommes ensemble et que malgré les divergences, malgré les compétitions entre nous, parce que ces compétitions sont toujours saines, c'est ça qui nourrit le talent, malgré tout cela, tant que nous sommes ensemble, dans le respect les uns des autres, l'art ne peut pas se taire. L'art continuera, avec ou sans soutien. Merci à toi. Merci beaucoup, Eric, mon ami. À bientôt. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.